Que cherche vraiment le Burkina Faso en ressuscitant ses blindés? Le 10 octobre 2025, Ouagadougou retient son souffle. Sur l'avenue principale, une marée de plus de 300 blindés et systèmes anti-aériens défilent sous le soleil, leurs coques brillantes et impeccablement restaurées. Cette scène, inimaginable quelques mois plus tôt, est retransmise en direct sur les réseaux sociaux, où elle provoque une onde de choc planétaire. Des commentateurs parlent déjà de « miracle industriel africain », tandis que, dans les rues, la fierté et l'incrédulité se mêlent. À Paris comme à Washington, les chancelleries s'agitent. Comment un pays longtemps jugé dépendant de l'aide militaire étrangère a-t-il pu orchestrer une telle renaissance mécanique? De nombreuses réunions d'urgence s'enchaînent. On exige des réponses, on suspecte l'ingérence étrangère ou l'impossible, voire l'usage de pièces détachées obtenues par des filières clandestines. Mais la vérité ne tient pas seulement à la puissance de feu. Sous la peinture flambant neuve et les moteurs rutilants, une question demeure. S'agit-il d'une simple démonstration de force, ou bien assiste-t-on à l'émergence d'une souveraineté technique authentique en Afrique? Ce défilé dépasse le symbole militaire. Il défie les certitudes et rebat les cartes de l'équilibre géopolitique régional. Restaurer plus de 300 véhicules, là où l'on doutait de la moindre industrie locale, c'est proclamer. Le Burkina Faso prend son destin en main, sans attendre ni permission. C'est aussi un message adressé aux autres pays africains, longtemps enfermés dans une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il est possible de se réinventer, même dans l'adversité. Le débat fait rage sur la toile. Certains y voient une provocation face à l'ordre établi, d'autres applaudissent à la reconquête d'une dignité confisquée. Les médias africains relèvent la fierté populaire, tandis que les analystes occidentaux s'inquiètent d'un possible effet domino sur le continent. Une question se pose alors. Le Burkina Faso a-t-il ouvert la voie à une nouvelle ère d'émancipation technique africaine? Au fond, l'enjeu va au-delà des blindés. Il s'agit d'une dignité retrouvée, d'une confiance nationale ravivée et d'un précédent inspirant, potentiellement contagieux, pour l'Afrique contemporaine. Ignorer ce signal, c'est risquer de passer à côté d'une mutation silencieuse qui pourrait bouleverser les rapports de force régionaux. Pour comprendre la portée de cette opération, il faut plonger dans les coulisses des ateliers burkinabés et révéler comment cette prouesse a vu le jour. C'est là, au cœur des hangars, que l'on perçoit le véritable saut conceptuel, celui qui transforme la survie en stratégie, l'ingéniosité en modèle. Derrière les projecteurs, une discrète révolution technique s'est jouée, portée par des acteurs inattendus. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, il faut revenir à ses origines. L'histoire ne commence pas en octobre, mais bien plus tôt, dans l'adversité et l'urgence. Comment une armée réputée démunie a-t-elle pu provoquer un bouleversement d'une telle ampleur? Pour en saisir la signification, il faut remonter à la situation initiale de l'armée burkinabé, alors aux abois. À cette époque, le Burkina Faso ne comptait que quelques dizaines de véhicules blindés opérationnels, un chiffre dérisoire face à des menaces multiples sur plusieurs fronts. Certains véhicules étaient inutilisables depuis des années, faute de pièces ou de savoir-faire. La dépendance aux dons militaires étrangers était presque totale. L'armée bricolait des stocks disparates, au gré des arrivages venus de France, de Russie ou des surplus des Nations Unies. Faute de pièces détachées, des dizaines de véhicules finissaient immobilisés, rongés par la rouille dans les dépôts. Cette situation n'était pas propre au seul Burkina Faso. Nombre de ses voisins vivaient la même réalité, oscillant entre attente et improvisation. Puis, l'année 2024 fait tout basculer. Le départ précipité des forces françaises et onusiennes laisse l'armée burkinabé seule, en proie à ses ressources maigres. Beaucoup redoutaient alors une rupture totale de la capacité de défense nationale. Certains hauts gradés parlaient à voix basse de la décennie perdue, où un pays tout entier avait appris à vivre dans l'attente d'une aide incertaine. C'est dans cette urgence qu'un projet clandestin émerge, Renaissance. Son but? Redonner vie à chaque pièce d'équipement abandonnée, sans plus attendre l'aide du dehors. Autour de ce défi, une poignée d'ingénieurs et de techniciens civils s'organisent, prêts à défier l'impossible dans l'ombre. Le projet rappelle, à bien des égards,
l'effort de guerre mené par la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le pays, isolé, dut improviser pour maintenir ses Spitfire en vol. Tout commence avec 3 carcasses retrouvées sur un terrain militaire oublié. Les premières tentatives sont hésitantes. Chaque boulon doit être ressoudé, chaque pièce adaptée, dans l'atelier exigu de Kosodo. Mais l'équipe apprend vite. Réparer, réinventer, s'entraider, tout en gardant le secret. La routine s'installe, l'espoir renaît. L'un des premiers blindés remis en service, surnommé le Phénix par l'équipe, devient le symbole du projet. Il est photographié, filmé, puis soigneusement caché à la vue de tous, le temps que la chaîne de réparation prenne de l'ampleur. Peu à peu, le mouvement grandit. L'alliance AES, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, offre un nouveau souffle. Les techniciens échangent des plans, partagent des métaux, mutualisent des astuces. Un réseau transfrontalier se tisse, effaçant d'anciennes rivalités et multipliant les ressources. Ce type de coopération rappelle les débuts de l'Union européenne, quand la communauté européenne du charbon et de l'acier a permis de mutualiser des ressources stratégiques pour reconstruire l'après-guerre. En juillet 2025, un convoi test de 20 blindés sort enfin de l'atelier, sans la moindre assistance étrangère. Succès discret, mais décisif. L'autonomie technique n'est plus une chimère, elle prend corps sous les yeux de tous. Ce premier test suscite la curiosité de quelques journalistes locaux, mais l'événement passe alors largement inaperçu à l'international. Pourtant, ceux qui étaient présents ce jour-là parlent d'une émotion rare, d'un sentiment d'avoir vécu l'histoire en marche. Désormais, la réussite ou l'échec de Renaissance ne conditionne plus seulement l'armée, mais l'image d'une génération entière. Plus qu'un enjeu de défense, c'est la dignité collective et la confiance nationale qui se jouent dans chaque soudure. Les familles des techniciens racontent que, pour la première fois depuis longtemps, leurs enfants rentraient à la maison avec le sourire, fiers d'avoir contribué à quelque chose de plus grand qu'eux. Mais une question plus vaste plane encore. Jusqu'où une nation privée d'industrie d'armement peut-elle aller en misant sur ses propres forces? Cette interrogation n'est pas anodine. Elle rappelle les défis rencontrés par la Corée du Sud dans les années 60, lorsqu'elle décida de bâtir une industrie lourde à partir de presque rien, malgré les doutes et les moqueries du monde entier. En coulisses, certains adversaires commencent à s'inquiéter de cette montée en puissance inattendue. Mais la route vers l'autonomie sera semée d'embûches, et chaque victoire technique cache ses propres fragilités. La moindre rupture d'approvisionnement en acier ou en composants électroniques menace l'ensemble du projet, tout comme la pression internationale, toujours prompte à isoler les initiatives jugées trop audacieuses. Pourquoi ce miracle technique suscite-t-il autant de méfiance et de confrontation? Dès l'annonce officielle de la remise en service de plus de 300 blindés et systèmes anti-aériens à Ouagadougou, la planète a retenu son souffle. Les diplomates s'interrogent. Comment un pays du Sahel, privé de tradition industrielle et soumis à de multiples sanctions, a-t-il pu accomplir ce que d'autres jugent impossible? Les réactions internationales n'ont pas tardé. Paris a exigé des explications détaillées, tandis que Washington évoquait la possibilité d'importations clandestines. Les chancelleries occidentales réclamèrent des preuves, soupçonnant un simple tour de passe-passe plutôt qu'un véritable bond technologique local. Les experts internationaux, mandatés parfois dans la précipitation, ont examiné chaque image, chaque vidéo, traquant le moindre indice de contrefaçon ou de tromperie. Face à cette vague de doutes, chaque image, chaque vidéo a été scrutée par des experts. Aucune marque étrangère sur les véhicules. Leurs coques fraîches masquaient à peine des châssis fatigués, et les soudures parfois grossières trahissaient une main-d'œuvre locale, laborieuse. Peu à peu, les analyses indépendantes ont confirmé l'origine nationale de la restauration. Le Burkina Faso avait relevé un défi que beaucoup jugeaient insurmontable. Cette transparence forcée finit par jouer en faveur du pays, qui gagne le respect silencieux de certains rivaux. Des documents internes, rapidement divulgués dans la presse régionale, ont révélé l'ampleur du projet baptisé « Renaissance ». Plus de 600 techniciens, ingénieurs civils et militaires, mobilisés dans une opération de sauvetage industriel orchestrée en secret depuis l'année précédente. L'organisation sans précédent a permis de remettre à neuf le matériel,
tout en transmettant un savoir-faire inédit à une génération entière d'ouvriers et de mécaniciens africains. Au sommet de cette transformation, la parole du président Ibrahim Traoré a marqué les esprits. Nous défendrons ce que nous avons avec ce que nous avons. Devenue virale, cette phrase incarne la philosophie du projet. Il ne s'agit plus simplement de posséder des armes, mais bien d'en maîtriser l'entretien et l'évolution, malgré la défiance extérieure. Ce credo rappelle celui de la Finlande, qui durant la guerre d'hiver, a tenu tête à un adversaire supérieur en misant sur la résilience, la réparation et l'intelligence collective. Derrière l'opération, un modèle inédit, l'Alliance des États du Sahel, ou modèle AES. Cette structure favorise la mutualisation régionale des ressources, l'échange de plans, de pièces détachées et la formation croisée des techniciens venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'objectif est limpide: briser l'isolement technologique, bâtir une chaîne de compétences partagée à l'échelle continentale. Un technicien de Niamey témoigne. Grâce aux échanges avec Ouagadougou, nous avons pu réparer des moteurs que nous pensions bons pour la casse. Les résultats sont déjà spectaculaires. En l'espace d'une année, la restauration de plusieurs centaines de blindés et de systèmes anti-aériens a permis de réduire les pertes logistiques de près de 40%. Les ateliers militaires de la région ne se contentent plus de réparer. Ils adaptent, innovent, transforment le matériel selon les besoins du terrain, passant d'une logique de dépendance à une dynamique de souveraineté pratique. Un colonel résume: « Là où nous attendions des pièces pendant des mois, nous trouvons maintenant des solutions en interne. » Pourtant, les critiques persistent. De nombreuses voix occidentales dénoncent le manque supposé de transparence du programme, accusant le Burkina Faso d'assembler des pièces importées sans réelle autonomie. Certains analystes parlent d'un simple recyclage militaire, loin d'une révolution industrielle. Ce scepticisme n'est pas sans rappeler les doutes qui entouraient l'émergence industrielle du Brésil dans les années 70, lorsque la fabrication locale d'avions Embraer fut vue comme un simple assemblage d'éléments étrangers. Mais pour les partisans de ce renouveau, il s'agit d'une révolution silencieuse. Préférer la réparation à l'achat, former des techniciens avant des soldats, c'est bouleverser les règles du jeu. Le défi n'est plus seulement militaire, il devient industriel, éducatif et symbolique. C'est la capacité d'adaptation qui devient la nouvelle arme de la souveraineté africaine. Les écoles techniques, naguère désertées, connaissent aujourd'hui un afflux inédit d'élèves, garçons et filles confondus. Le risque pourtant reste immense. En cas d'échec ou de soupçons trop lourds, le pays s'expose à l'isolement international, à la suspension des aides et au discrédit du modèle AES. L'équilibre demeure précaire. Chaque succès technique doit encore convaincre au-delà des frontières. Une erreur de communication pourrait suffire à fragiliser tout le système, comme l'a prouvé l'histoire de l'Inde, dont le programme nucléaire autodidacte a longtemps souffert de la méfiance internationale. Mais une question demeure. Ce bond industriel est-il réellement durable ou n'est-il qu'une parenthèse sous tension? La suite va éprouver la solidité de cette souveraineté naissante. Pour durer, il faudra transformer l'exploit en routine, l'exception en règle. Le Burkina Faso serait-il le premier domino d'une révolution technique africaine? Partout sur le continent, la question inquiète autant qu'elle fascine. À Ouagadougou, l'écho de cette ambition résonne désormais dans chaque atelier, chaque école et chaque foyer. Les discussions à la radio nationale abordent désormais la question de la souveraineté productive avec un sérieux nouveau. En moins de 2 ans, plus de 300 véhicules blindés et systèmes anti-aériens ont été réhabilités. Ce n'est plus une promesse, mais une réalité tangible. L'État burkinabé affirme son autonomie face à l'extérieur. 400 emplois directs sont nés dans les ateliers, tandis que les écoles techniques voient affluer une nouvelle génération d'étudiants. Des bourses sont créées pour encourager les jeunes filles à rejoindre les filières industrielles, brisant ainsi de vieux tabous. L'impact humain bouleverse le quotidien. L'apprentissage industriel s'impose comme un choix d'avenir. À Kosodo, les jeunes découvrent une fierté nouvelle, celle de bâtir eux-mêmes les fondations de leur futur. L'atelier central devient l'emblème d'une Afrique qui crée, et non plus qui attend. Des témoignages circulent. « Mon fils est devenu électromécanicien.
Il répare aujourd'hui ce que, jadis, nous croyions perdu à jamais. Le Sahel, trop souvent résumé à ses crises, s'impose aujourd'hui comme un laboratoire de solutions locales. Le programme AES attire l'œil des pays voisins. Mali et Niger s'associent pour partager outils, savoir-faire et ambition. Il ne s'agit plus seulement d'entraide militaire, mais de poser les bases d'une industrialisation régionale. Un espoir naît, celui de voir émerger un pôle technique africain, autosuffisant et innovant. Cependant, chaque avancée s'accompagne de nouvelles menaces. Le risque de sanctions, la pénurie de matériaux importés et l'inflation mettent à l'épreuve la résilience du projet. L'ombre de l'isolement financier plane, accentuant la pression sur les choix burkinabais. Certains partenaires hésitent à poursuivre leur soutien, craignant des représailles économiques. Même en cas de revers, le pays aura ouvert une brèche. Pour la première fois, tenter, échouer et recommencer ne relève plus de la honte, mais d'une mentalité nouvelle, celle qui valorise l'innovation locale et la prise de risque maîtrisée. Ce changement d'état d'esprit rappelle celui du Japon de l'après-guerre, qui a bâti sa renaissance sur l'amélioration progressive et l'apprentissage continu. Les rapports de force au Sahel se redessinent. La coopération technique supplante la rivalité frontalière, et des partenaires non alignés s'intéressent à cette dynamique inédite. Ce soutien extérieur, moins intrusif, éloigne peu à peu le spectre d'une dépendance chronique envers l'ancien ordre mondial. Des délégations venues du Ghana ou du Sénégal visitent désormais les ateliers de Kosodo pour s'inspirer du modèle burkinabé. En cas d'échec, la cohésion sociale serait fragilisée et la dépendance relancée. Mais la réussite, elle, offrirait à toute l'Afrique une voie d'émancipation fondée sur la confiance, la compétence et la solidarité régionale. Plus qu'une victoire ponctuelle, il s'agirait d'un basculement culturel et politique. Le pari du Burkina Faso inspire, mais soulève aussi de redoutables questions pour l'avenir. Jusqu'où la région peut-elle aller sans céder aux pressions extérieures? Le souvenir de la tentative d'industrialisation de la Tanzanie dans les années 70 hante encore les esprits. Le projet Ujamaa, ambitieux mais mal préparé, s'est heurté à la réalité du marché mondial. Quels enseignements tirer d'une telle prouesse et comment l'ancrer durablement pour que le Burkina Faso ne retombe jamais dans la dépendance? Cette question, désormais posée dans chaque atelier, exige des réponses concrètes. La première leçon est celle de l'institutionnalisation. Pour sortir de la logique du sacrifice individuel, la création d'une agence nationale dédiée devient incontournable. Elle doit s'appuyer sur un système rigoureux de certification pour chaque atelier intégré à la chaîne. Seule la structure transforme l'élan en héritage. Le modèle du MITI japonais, qui a coordonné l'industrialisation du Japon, peut ici servir d'inspiration. Vient ensuite la transmission. Nouer des partenariats entre lycées techniques, armées et secteurs industriels ouvre la voie à la formation de 2000 apprentis chaque année. C'est une génération entière qui découvre l'art de la souveraineté, aussi bien dans les ateliers qu'au cœur de l'action. Des concours régionaux de robotique voient le jour, encourageant l'innovation dès le plus jeune âge. La transparence financière s'impose comme garde-fou. Des rapports budgétaires trimestriels, rendus publics, sont nécessaires pour asseoir la confiance et prémunir contre toute dérive. Ainsi, la souveraineté se vérifie dans la rigueur des comptes autant que dans la robustesse des gestes. Une plateforme numérique de suivi des dépenses est lancée, permettant à chaque citoyen de contrôler l'utilisation des fonds publics. La diversification est l'étape suivante. L'expertise acquise dans la réparation militaire peut s'étendre à la fabrication de pièces civiles, d'outillages agricoles, faisant de la défense un moteur du développement national. L'indépendance technique ne se limite pas aux blindés, elle irrigue tous les secteurs productifs. À Koudougou, un atelier spécialisé adapte d'anciennes pièces de char pour la production de pompes hydrauliques destinées à l'agriculture locale. L'impact social est immédiat. Chaque atelier en activité, c'est un emploi protégé ou créé, un jeune qui choisit l'action au lieu de l'exil, une femme qui s'impose dans la chaîne de valeur. La souveraineté s'éprouve aussi au travers de l'inclusion de toutes les forces vives, jeunesse, femmes, anciens. Des coopératives de veuves de militaires participent à la logistique, trouvant ainsi une place nouvelle dans la société. Mais un danger guette.
Négliger cette dynamique, c'est risquer de voir s'effondrer l'effort et de replonger le pays, voire la région tout entière, dans la dépendance et la démobilisation. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle s'entretient au quotidien, loin des grandes annonces passagères. Les ateliers, désormais ouverts aux visites scolaires, rappellent que le savoir-faire ne survit que s'il est partagé. Aujourd'hui, une maxime circule de Kosodo à Bobo-Dioulasso. Réparer, c'est résister. Ce n'est plus un simple slogan, mais un cri de ralliement et une affirmation identitaire. Chaque pièce remise en état, chaque moteur ressuscité, traduit la foi retrouvée dans le génie local. Ce renouveau se manifeste jusque dans l'art urbain. Des fresques murales représentent des jeunes techniciens face à des blindés renaissants, symboles d'une nation debout. La feuille de route s'articule autour de 5 axes: structurer, transmettre, diversifier, inclure et rendre des comptes. C'est ainsi que l'exploit du 10 octobre deviendra une souveraineté pérenne. Désormais, la société civile, la jeunesse et les institutions regardent dans la même direction. Les débats télévisés s'emparent du sujet, poussant le gouvernement à accélérer la réforme des cursus scientifiques et techniques. Mais la route reste semée d'embûches. La moindre faille pourrait tout faire basculer. Un seul scandale de corruption, une seule panne majeure, pourrait remettre en cause la confiance acquise à si haut prix. Les responsables en sont conscients, multipliant les efforts pour anticiper les crises et renforcer les liens avec la société civile. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour reconstruire votre propre souveraineté? Cette question, chuchotée dans les ateliers de Ouagadougou, résonne aujourd'hui bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est plus simplement l'histoire de chars restaurés, ni la chronique d'un exploit industriel dans un pays souvent étiqueté comme dépendant. C'est le manifeste silencieux d'un peuple qui a refusé d'attendre, choisissant la résistance par l'effort collectif, pièce après pièce, idée après idée. Ce même esprit souffle sur d'autres continents. En Amérique latine, des initiatives similaires émergent pour réhabiliter l'industrie ferroviaire au lieu d'importer des trains. Dans l'acte de réparer réside une force insoupçonnée. Récupérer ce que l'on disait perdu dépasse la mécanique. C'est un acte de foi en sa propre valeur, un refus des chaînes invisibles de la résignation. En redonnant vie à plus de 300 véhicules, les ingénieurs et techniciens burkinabés ont rebâti, dans l'ombre, leur confiance nationale. Ils ont offert à toute l'Afrique un modèle d'émancipation concret. Ils ont prouvé que la souveraineté moderne ne se conquiert pas seulement sur les champs de bataille ou dans les palais, mais aussi entre les murs modestes d'un atelier où naît la maîtrise technique. Rien n'était écrit d'avance. Le Burkina Faso aurait pu accepter la fatalité, attendre encore dons, secours, solutions extérieures. Mais en choisissant de réparer, il a inversé le sens du destin. Par ce geste, il affirme que l'inaction, le doute, la dépendance ne sont pas des fatalités. À l'inverse, chaque acte constructif, même discret, dessine une frontière nouvelle de liberté. Refuser de réparer, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à votre place. Prendre l'initiative, c'est poser les premières pierres de sa propre souveraineté et peut-être infléchir le destin d'un continent entier. Ce choix n'est pas sans risque. L'isolement politique, la méfiance des grandes puissances, la difficulté d'accès au financement jalonnent le chemin de l'autonomie. Mais le danger véritable, c'est de renoncer avant d'avoir tenté. C'est oublier que l'avenir s'écrit non par la soumission, mais par l'audace de ceux qui osent réparer ce que d'autres pensaient perdu à jamais. Le Burkina Faso nous rappelle que la souveraineté n'est pas une abstraction, ni un privilège réservé aux plus grandes nations. Elle se conquiert dans l'humilité du geste technique, dans la transmission du savoir, dans la volonté de se tenir debout par soi-même. Ce renouveau inspire aujourd'hui des foules entières sur le continent et oblige chacun de nous à s'interroger. Que sommes-nous prêts à réparer, seuls ou ensemble, pour reconquérir notre dignité? Dans cette leçon silencieuse, il y a un appel universel. Car la capacité de réparer ce qui est brisé, un outil, une économie, une confiance, demeure parmi les formes les plus authentiques de liberté. Le véritable miracle n'est pas d'avoir ressuscité des machines, mais d'avoir réveillé l'espoir, la fierté
et l'exigence d'émancipation. La suite de cette histoire dépendra de notre propre réponse à cette question.